Intégrer plus d'1 million de demandeurs d'asile, le pari de Merkel est-il tenable? L'été dernier, la chancelière allemande ouvrait grandes les portes de l'immigration, un véritable coup de poker qui lui a valu de nombreuses critiques, mais aussi un grand soutien au sein de la population. Mais ce projet ambitieux est mis à mal par les violences du Nouvel An à Cologne et ailleurs. Depuis, l'opinion publique est à vif. Ces événements ont renforcé la perception d'une immigration menaçante, difficilement intégrable dans la culture allemande moderne. Des craintes qui profitent également au discours d'extrême droite. Faisons le point avec ce reportage signé Anne Maillet. Au pied de la cathédrale de Cologne, le soir du Nouvel An, au cours de cette nuit qui a fait basculer l'Allemagne. Ces images ont été filmées par Markus Böhm, un habitant de la ville. Là, j'explique que l'ambulance arrive, je parle des pétards qui explosent dans tous les sens et je dis que c'est le Nouvel An et que cela devrait normalement être un bon moment de fête. Dès mon arrivée, j'ai bien senti que la situation était tendue, instable. Il y avait des gens qui envoyaient des pétards et des feux d'artifice sur les gens et cherchaient clairement à les provoquer. On sentait une vraie tension. Cette nuit-là, plusieurs centaines de femmes subissent des agressions sexuelles. Selon les victimes, les suspects sont majoritairement issus de l'immigration nord-africaine. Un catalyseur pour tous ceux qui, depuis des mois, pointent du doigt la politique d'ouverture migratoire de la chancelière Angela Merkel. Le mouvement anti-immigration Pegida a réuni plusieurs milliers de personnes à Leipzig lundi dernier. Non, je ne suis pas surpris. C'est la conséquence de ce qui s'est passé en Allemagne et ce n'est que le début de ce qui nous attend ici et dans le reste de l'Europe. Nous sommes là pour dire stop. On est favorable à l'accueil des réfugiés, prêt à aider les gens, mais il faut que cela ait un sens. Il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui, comme ceux qui se sont réunis à Cologne, ces bandes de voyous nord-africains, etc. Ça, ce n'est pas possible. Pour l'heure, une vingtaine de suspects a été identifiée. 5 hommes d'origine marocaine et algérienne ont été arrêtés. L'enquête avance lentement malgré une forte mobilisation des services de police. Une commission d'enquête a été créée, elle compte 100 fonctionnaires. Je ne peux pas, dès à présent, évaluer les chances de réussite de cette enquête, ou comment elle aboutira. Beaucoup de monde travaille actuellement sur ce dossier, mais les circonstances de ces événements, une foule importante, l'obscurité, le manque d'enregistrement vidéo, eh bien tout cela complique considérablement le travail. Mais les répercussions de ces violences se font déjà ressentir, notamment pour les migrants. Un peu partout dans le pays, les agressions visant des étrangers se multiplient. Dans cet hôtel reconverti en foyer pour demandeurs d'asile, le patron s'inquiète pour ses hôtes. Il nous a demandé de ne pas mentionner le nom de son établissement. On ne peut pas ignorer la menace. Nous sommes présents à la réception 24 heures sur 24. Nous avons un portail que l'on ferme à clé. Mais ces jeunes qui logent ici sont libres de se déplacer dans la ville. Ils vont à l'école, ils vont en stage. Des consignes qu'Hassan a entendues. Lui qui se rendait souvent dans le quartier de la gare n'y met plus les pieds depuis le Nouvel An. De nombreux réfugiés sont venus en Allemagne et l'Allemagne leur donne tout, à manger, à boire, un toit. Mais beaucoup de réfugiés ne se rendent pas compte de leur chance. Ils créent des problèmes, ce n'est pas bien. Depuis, les Allemands regardent différemment les étrangers. Ce 31 décembre à Cologne a marqué un tournant. Les réfugiés en sont conscients. Alors pour se démarquer publiquement des agresseurs, ces Syriens ont distribué la semaine dernière une lettre d'excuse aux habitants de la ville. À la télé, dans les médias, ils n'ont pas arrêté de dire que c'était des Nord-Africains et des Arabes qui ont fait ça. Et moi, je suis arabe de Syrie, alors je tiens à m'excuser en personne. Ça fait plaisir de voir ça, je trouve ça très bien. Et j'imagine bien que c'est un nombre limité de personnes qui ont commis ces actions. Je refuse de mettre tout le monde dans le même panier et j'espère que la majorité des Allemands feront pareil. Mais en réalité, l'opinion publique a basculé. 56% des Allemands ne sont plus d'accord avec la politique migratoire d'Angela Merkel. La chancelière a durci le ton. Les demandeurs d'asile condamnés pourront désormais être reconduits aux frontières plus rapidement. Mais au sein de son propre parti, de nombreux députés veulent aller plus loin et réclament un moratoire.
Je suis convaincu qu'il nous faut une réduction sensible de l'afflux de réfugiés, parce que nous surestimons nos capacités. Nous sommes dépassés au niveau de l'organisation, au niveau de l'intégration. Selon moi, la mesure principale à prendre, c'est donc de toute évidence une limitation rapide de cet afflux d'immigrants et de demandeurs d'asile. Est-ce la fin de la politique d'accueil allemande ? Berlin envisage de placer les pays du Maghreb sur la liste des pays sûrs, afin d'y renvoyer plus rapidement leurs ressortissants qui n'ont aucune perspective d'asile en Allemagne. En Inde, une partie de la communauté des artistes et des intellectuels manifeste publiquement et depuis des mois leur inquiétude. Ils accusent le gouvernement nationaliste du BJP de Narendra Modi de laisser s'installer dans le pays, voire d'attiser un climat d'intolérance et d'hindouisme extrémiste. Tout a commencé en juin dernier. Les étudiants de la plus prestigieuse école de cinéma indienne, l'Institut du film et de la télévision, protestent contre la nomination du nouveau directeur. En effet, le gouvernement a choisi pour ce poste un membre de la principale organisation nationaliste paramilitaire indienne, le RSS. Depuis, ils n'ont cessé de manifester contre ce qu'ils qualifient de fait du prince. Nos correspondants étaient sur place à Pune, dans le sud de l'Inde, pour le premier jour en poste du nouveau directeur. C'est un reportage de Surabhi Tandon et Luis Kaminka. C'est l'une des plus longues manifestations étudiantes de l'histoire du pays. Dans cette célèbre école de cinéma, les universitaires dénoncent depuis 7 mois la nomination de leur nouveau directeur. Le gouvernement a fait de mauvais choix. C'est toute l'industrie du cinéma qui remet en question cette nomination. Pas seulement les étudiants, mais aussi les professionnels du film, les intellectuels. Nous avons affaire à un gouvernement de droite qui bafoue la démocratie et nous impose ses personnes. Mais jusqu'au bout, nous résisterons. Les étudiants accusent le gouvernement de fascisme culturel. Car la seule compétence reconnue de leur nouveau directeur est d'avoir été membre du RSS, la faction armée du BJP, le parti actuellement au pouvoir en Inde. Une nouvelle fois ce jour-là, une vingtaine d'étudiants sont arrêtés. Ils ne nous laissent même pas rentrer sur notre propre campus. Vous êtes témoin des méthodes du gouvernement qui tente d'étouffer la voix de son propre peuple. Quand nous essayons d'engager le dialogue par la voie démocratique, ils nous ignorent, n'écoutent aucune de nos demandes. Aujourd'hui, après 7 mois de manifestations, leur réponse est d'envoyer la police pour contrôler les étudiants. Ce mouvement étudiant a donné naissance à une vaste campagne des intellectuels indiens contre le gouvernement. New Delhi est accusé d'attiser les tensions religieuses entre communautés, de museler les critiques et d'imposer l'idéologie hindoue comme la seule culture nationale indienne. Ces derniers mois, écrivains, réalisateurs, acteurs et même scientifiques ont rendu leur récompense en guise de protestation. Nous sommes nombreux à ne pas vouloir garder le silence sur ce qui est en train de se passer. Rendre ces récompenses, c'est une façon de résister. Il est grand temps de faire entendre notre voix. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous pourrions demain être privés de parole pour toujours. Au cœur de cette rébellion, le meurtre d'un éminent intellectuel connu pour ses positions athées. Selon le mouvement contestataire, il a été assassiné par un groupe de fondamentalistes hindous. Nous sommes en train de prendre le chemin du fascisme. Nous n'en sommes qu'aux prémices. Ce fascisme ne se manifeste pas encore ouvertement. Mais j'ai confiance, le peuple indien ne se laissera pas faire. Ce que nous faisons en rendant nos hommages, ce n'est qu'un exemple du peuple qui est en train de se soulever. De son côté, le gouvernement a répliqué en accusant ces intellectuels de diffamation. Le ministre de la Culture les soupçonne même de manœuvres politiques.
Qui sont ces manifestants? Un groupe d'écrivains qui ne s'est jamais remis de l'élection de Narendra Modi. Comme par hasard, ce sont ces mêmes personnes qui l'avaient accusé d'attiser les émeutes communautaires au Gujarat. Je suis certain qu'il y a des velléités politiques derrière ce mouvement. S'ils sont si engagés, pourquoi n'ont-ils pas évoqué les autres atrocités du passé? Depuis son élection, le Premier ministre Narendra Modi est sévèrement critiqué pour son laxisme à l'égard des extrémistes hindous, qui auraient désormais toute la latitude pour diffuser leur idéologie dans le pays. Alors que l'économie chinoise marque le pas et que les mouvements sociaux se sont multipliés tout au long de l'année 2015, Pékin doit faire face à un autre phénomène inquiétant. Les jeunes Chinois sont toujours plus nombreux à faire des études supérieures, mais une fois diplômés, ils ont de plus en plus de mal à trouver un emploi. Dans une ville comme Shanghai, où la concurrence est particulièrement rude, ils sont 44% à ne pas trouver d'emploi une fois diplômés. L'ascenseur social chinois, qui a bien fonctionné pendant 20 ans pour la classe moyenne émergente, se grippe. Et les déçus sont toujours plus nombreux. Reportage à Shanghai de Clémence Dibou avec Charlie Wang. Au milieu de la foule d'étudiants venus chercher un travail dans ce salon de l'emploi, Jing, fraîchement diplômée, arpente les allées en quête d'un premier emploi dans le marketing. Sa pile de CV sous le bras, elle tente de convaincre les employeurs. Mais avec un master d'anglais dans une prestigieuse université de Shanghai, elle pensait que ce serait un peu plus facile. Ça ne se passe pas super bien. Ils veulent des expériences professionnelles, des connaissances techniques. Ils ont quand même pris mon CV pour leur banque de données, c'est déjà ça. Mais ils veulent surtout des profils scientifiques et même si j'obtenais un entretien, la concurrence est énorme. Rentrer dans cette boîte, ce serait une chance inouïe, un peu comme gagner le loto. Comme Jing, les étudiants chinois rêvent souvent d'un poste prestigieux dans un grand groupe international et les CV s'entassent sur le bureau des recruteurs. Nous avons reçu beaucoup de CV. Je n'ai pas compté, mais il y en a bien une centaine, je pense. Il y a tellement de candidats qu'on ne publie même pas toutes les annonces. Si le profil des candidats nous intéresse, on les contacte directement. On recherche surtout des développeurs informatiques, des scientifiques. Par contre, les autres demandes sont saturées. Chaque année, près de 600 000 jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi. Il faut dire que les étudiants sont de plus en plus nombreux. Depuis 1999, une loi incite les universités à l'autofinancement, obligeant les établissements à recruter de plus en plus. Résultat, le nombre d'étudiants a été multiplié par 7 en 15 ans, alors même que la croissance et donc les embauches ont tendance à ralentir. Pour pallier à ce problème, la faculté de Dianji à Shanghai propose aux étudiants une somme d'argent pour retourner dans leur province d'origine une fois leur diplôme en poche. Une aide qui peut atteindre 300 €. Nous encourageons les étudiants à retourner dans leur région. L'université attire des étudiants de tout le pays, mais ils ne peuvent pas tous rester travailler ici. En 2013, nous avons distribué 18 000 € d'aide au retour et 35 000 € en 2015. Résultat, le pourcentage de nos diplômés qui restent à Shanghai est passé de 82 à 10%. Mais difficile de renoncer à la capitale économique et son rêve de classe moyenne. Après ses études d'informatique, Fang Bing voulait croire à une vie de col blanc à Shanghai. Cela fait aujourd'hui 5 ans qu'il cherche du travail. Vivre à Shanghai après leurs études, c'est le rêve de tous les étudiants. Je pensais qu'avec mes études, j'aurais pu avoir une bonne situation. Mais il y a beaucoup plus de compétition que ce que je pensais. Mon école ne m'a pas du tout préparé au monde du travail et au niveau de compétition d'une ville comme Shanghai. De petits boulots en désillusion, Feng Bing ne court plus les salons de l'emploi depuis longtemps et enchaîne les missions intérimaires comme vendeur en téléphonie. Un petit salaire qui lui suffit tout juste à louer cette chambre à 1 heure du centre-ville, malgré sa licence en informatique. Les annonces, de plus en plus exigeantes, demandent nombreux stages et expériences. Pour lui, il y a surtout un problème d'orientation dans le système scolaire chinois.
Au lycée, il y avait bien des formations techniques, mais personne n'y prêtait attention, car c'est une voie qui manque de prestige. Tout le monde pense que l'université est la seule voie pour réussir aujourd'hui en Chine. Chez nous, à la campagne, les gens pensent que l'université est la seule voie honorable. C'est surtout mes parents qui voulaient que j'aille à l'université. C'est surtout pour eux que j'ai fait des études sans trop réfléchir. Un décalage entre faculté et monde du travail. Pour cette sociologue spécialiste de la jeunesse, l'enseignement universitaire en Chine est trop tourné vers la théorie et pas assez vers le parcours professionnel des étudiants. Les étudiants chinois sont influencés par leurs professeurs et leurs parents. Tout le monde les pousse à intégrer les meilleures facs, peu importe la matière étudiée ou ce qui leur plaît, comme si c'était une fin en soi. Mais ils ne savent pas quels sont leurs objectifs personnels. Trop souvent, ils pensent qu'il leur suffit de faire des études pour avoir une bonne situation, mais sans véritable plan de carrière, c'est difficile d'entrer sur le marché du travail. En attendant de possibles réformes, Feng Bing a décidé de rentrer chez lui à Chongqing, au centre du pays, pour y commencer une formation d'ouvrier aéronautique, un métier manuel qui ne connaît pas le chômage. Le chômage, qui touche officiellement 16% des jeunes Chinois, un taux 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Vous regardez Futur TV, on se retrouve après cette très courte pause. Restez des nôtres.